Je crois qu'il fallait allumer le micro. Ah, la technique. Hein. Bon, je pensais qu'il y aurait un technicien, mais il n'y a pas de technicien. Voilà. Bien, donc, on travaille dans des conditions un petit peu contraintes par les circonstances. Et puis, M. Fèvre d'Arcier, donc le directeur des archives, m'a envoyé un message tout à l'heure disant qu'il ne pourrait malheureusement pas être là ce soir. Donc, je ne sais pas s'il avait le projet de me présenter même rapidement, donc je vais le faire très vite, sans développer, parce qu'on va essayer de ne pas perdre de temps pour passer à l'essentiel. Donc, je m'appelle Bernard Gauthier, vous avez vu mon nom, je suis professeur à l'Université Lyon 3 et je travaille de façon générale depuis très longtemps, avec d'autres fonctions dans le passé, sur la transformation des villes. Et donc, comme ça commence à faire pas mal de temps que je suis à Lyon, même si j'ai vécu dans d'autres villes, je travaille sur Lyon comme un laboratoire, en quelque sorte, en me posant des questions variées, en croisant des sources variées, c'est ce qu'on va voir, pour essayer d'enrichir la compréhension des phénomènes auxquels on assiste, de transformation justement. Donc, la présentation que je vais vous faire ce soir, c'est une présentation sur la rue de la République, donc. Voilà. Qui est une réalisation urbanistique tout à fait exceptionnelle dans le paysage français et même européen. Alors, il y en a d'autres, des exceptionnels, mais celle-là est très belle, il n'y a pas de doute, et avec des aspects remarquables. Donc, pour la deuxième moitié du XIXe siècle, époque qui nous intéresse ici. Alors, évidemment, je ne suis pas le premier à m'intéresser à ça. Il y a eu déjà pas mal de travaux importants, pas forcément très connus, sur le sujet. Donc, j'ai noté, mais je suis sûr d'en oublier un certain nombre, parce qu'il m'arrive d'en découvrir encore. Donc, le premier travail dans lequel on trouve beaucoup de choses, c'est Claire Tisseur, en 1881. Le dernier, c'est celui qui est présenté ces derniers temps. Je crois qu'il y a une conférence qui en parle. Celui de Loïc Bonneval et François Robert, donc à l'occasion d'un ouvrage qui sort incessamment. Mais on a un très bel ouvrage par une Américaine, Léonard, en 1961, difficile à trouver. Un travail d'André Bruston en 1980, les travaux de Dominique Bertin, publiés surtout en 84 et 91, de Pierre-Yves Saunier autour de 92. Moi-même, j'ai publié des choses en 1999, 2012 et 2015 sur le sujet. Je le répète, j'en oublie. Et on n'a pas fini de se poser des questions parce que tout simplement, les questionnements s'enrichissent, s'ouvrent, et puis on peut travailler sur des choses en apparence sans rapport, et puis voir qu'après, ça a des rapports. Voilà. Alors, je vais commencer par la situation avant l'opération elle-même, c'est-à-dire avant la percée, sachant que la percée, je ne vais pas beaucoup en parler, l'exposition en parle beaucoup, il y aura des choses sur l'architecture, il y aura une visite, donc je ne vais quasiment pas en parler. En revanche, je vais parler de tout ce qui se passe autour, des gens qui interviennent, pourquoi on décide, quel est le contexte, et comment est-ce qu'on peut essayer d'éclairer les choses et voir les conséquences aussi un petit peu de ce qui s'est passé. Donc, première chose, c'est la situation avant. Alors, pour la comprendre, il est évident que voilà, ça marche. Il est évident, dans le cas de Lyon, ça c'est bien connu, qu'il faut renvoyer aux insurrections de 1831 et 1834, des canuts. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? J'ai fait il y a quelques années cette carte que vous avez sous les yeux, qui est la carte, en gros, des ateliers dans la ville en 1833, donc juste avant la deuxième grande insurrection. Et ce que vous voyez, c'était intéressant parce que par rapport à tout ce qui avait été écrit sur le sujet, c'était une grosse surprise. En fait, il y a plus d'ateliers sur les pentes de Fourvière que sur les pentes de la Croix-Rousse. Sur les pentes de la Croix-Rousse, il y en a beaucoup, évidemment. À la Croix-Rousse elle-même, il y en a peu à ce moment-là. C'est de l'ordre de moins de 1000 métiers, donc c'est quelques centaines d'ateliers, si vous voulez. Donc, beaucoup de tisseurs, soit côté Saône,
ouest de la Saône. Beaucoup aussi, mais c'est un phénomène assez récent à ce moment-là, puisqu'on a beaucoup de constructions dans les années 1820-1830 sur les pentes de la Croix-Rousse. Je le répète, c'est un phénomène récent. Et puis, on en a beaucoup aussi dans le secteur de l'Hôtel-Dieu, et ça, c'est un secteur traditionnel, très ancien de la Soierie. Déjà au XVIIe siècle, on en a beaucoup à cet endroit-là. Voilà, premier constat. Ce secteur est intéressant, évidemment, parce qu'il va être détruit pendant l'opération de la rue de la République et ses annexes. Pour simplifier un petit peu les choses, je vais y revenir après. La réalité sociologique des canuts est en fait très complexe. Les sources des canuts eux-mêmes et d'écrivains comme Montfalcon, qui a parlé de l'insurrection de 1934, auquel on se réfère très souvent, parle d'une espèce de bloc, de masse des tisseurs de soie. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passait. Chacun avait un intérêt à se présenter comme ça. Je ne vais pas développer. Mais on a à la fois des gens assez pauvres, assez âgés, qui travaillent avec du matériel ancien. Par exemple, dans la Grand-Côte, aussi en partie dans ce secteur-là, ou à Saint-Georges. Et puis, on a aussi des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui travaillent avec du matériel beaucoup plus moderne et qui gagnent beaucoup plus d'argent. C'est les petits patrons en ascension, si vous voulez. C'est quasiment des start-up, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est une logique très forte dans le monde des tisseurs. Mais c'est une partie seulement. Et ça, c'est les gens d'une partie des pentes de la Croix-Rousse, justement. Et ces gens-là n'interviennent quasiment pas dans les insurrections. Les gens qui interviennent, ce sont des jeunes, mais plutôt issus du tissage pauvre, donc pas dans ces quartiers-là, ou bien du plateau de la Croix-Rousse, là où ils ne sont pas nombreux, mais très actifs politiquement, et pour des raisons qui restent encore à mieux comprendre. Pour l'instant, on n'a pas d'explication très claire du phénomène. Voilà. Donc, pardon, il faut que je comprenne bien comment ça marche. Voilà. Une carte de l'insurrection a été faite en 1934, qu'on trouve dans plusieurs fonds d'archives. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée à Lyon, mais on la trouve à Paris, et j'y reviendrai à Bruxelles. C'est intéressant. Donc, en fait, ce n'est pas cette carte qui est utilisée en 1953, donc au moment de l'opération de la rue de la République. La carte qui est utilisée, c'est celle que vous avez ici à droite. C'est en fait un extrait dans lequel on retrouve en rouge, sur la zone qui va être concernée par les grandes percées, ce qui était tenu en 1834 par les ouvriers. Il n'y avait pas que des canuts, je vais y revenir aussi. Et puis, la zone en particulier que je viens d'évoquer, à proximité de l'Hôtel-Dieu. Donc, vous voyez, en 1953, on fait une espèce d'état de la situation. On remobilise cette carte, on en fait un extrait. On peut aussi, mais ça, à l'époque, ça n'a pas été fait, faire une cartographie de la pauvreté à partir des recensements. Je l'avais faite, là aussi, ça fait pas mal d'années, à partir de recensements de 1840, mais la situation au début des années 50 n'est pas si différente. Ça donne la figure de gauche. Et en gros, les immeubles jaunes sont les immeubles les plus pauvres du secteur. Donc, la partie sud de la percée, en gros, le secteur de la place de la République et autour aujourd'hui, c'est peut-être le quartier le plus pauvre de la ville, ou en tout cas l'un des plus pauvres. Il est probable que la Grand-Côte, c'est assez pauvre aussi, ou la rue de Pierre-Cise, ou le quartier Saint-Georges, par exemple. Si je le répète, c'est un quartier très pauvre. Et puis, on fait aussi, en 1853, une enquête sur les immeubles à démolir. Alors, c'est à peu près 300 immeubles qui vont être démolis. Une enquête dans laquelle on note, par exemple, présence d'ouvriers et de bourgeois. Vous voyez, dans toute la partie sud à gauche, je les ai mis en rouge, évidemment, pour que ce soit plus facile. On a beaucoup d'ouvriers, un petit peu de bourgeois quand on se rapproche de la place de la Comédie tout à l'heure. En haut, vers le nord, j'en parlerai tout à l'heure. L'insalubrité aussi, il y avait eu une loi en 1850 sur l'insalubrité, donc c'est un qualificatif important, parce qu'on pourrait mobiliser cette loi aussi pour faire l'opération. En fait, on ne s'en est pas servi pour ça. Beaucoup de ces immeubles sont insalubres. Et puis à droite, vous avez la cartographie des valeurs d'expropriation. Il y a une corrélation forte entre le niveau de pauvreté, présence d'ouvriers, insalubrité et faible valeur des immeubles. Ce n'est pas extrêmement surprenant, mais c'est toujours mieux quand on peut l'établir et le prouver. Bien, sur cette enquête, quelque chose d'intéressant, elle se trouve en archive ici,
c'est le fait qu'on voit que dans les secteurs les plus pauvres, les enquêteurs, dont on n'a pas le nom malheureusement, hésitent à aller à fond dans l'enquête. Donc le premier immeuble sur la rue, en général, est informé, de façon assez détaillée. Le deuxième, dans certains cas, nettement moins. Et quand il y en a un troisième, on dit il y a un troisième immeuble. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne se sentaient pas très à l'aise. Ça veut dire qu'il y a de l'insécurité. Et évidemment, un des problèmes contre lesquels on va vouloir lutter en faisant la percée, c'est celui de l'insécurité. Alors justement, donc, j'en viens au projet. Alors, peut-être avant d'en détailler les raisons, quelques réactions sur l'insurrection de 1834, celle de 31 et celle de 34, parce que ce sont des événements qui ont eu un retentissement international fort. Engels décrit l'insurrection de 31 comme le premier soulèvement de la classe des travailleurs. Donc, c'est quelque chose. Il y a un très très bel article d'un Anglais sur le sujet. Il y a eu un très beau livre dans les années 70 sur le sujet, pas très connu ici, avec une analyse très approfondie de ce qui s'est passé. Et ça mériterait d'être mieux connu. Mais vous voyez, quelqu'un comme Lamartine, bien connu pour sa littérature poétique, mais qui a été aussi ministre des Affaires étrangères, ou l'équivalent, qui a failli à un moment donné devenir ministre de l'Intérieur. C'est important, les ministres de l'Intérieur, pour les questions de sécurité. Il était candidat contre le prince Napoléon pour la présidentielle de 1948, à laquelle il est battu. Donc c'est un homme d'État, et il nous parle, il s'est beaucoup intéressé à la question qui était sous-jacente à ces soulèvements. Alors j'ai noté ici un certain nombre de textes que j'ai trouvés dans ces discours. Je vais juste en citer un. Il faut que j'arrive à gérer le temps parce que parfois je suis très bavard. Et on ne m'a pas dit combien de temps exactement j'avais. Alors j'imagine 3/4 d'heure, 1 heure, quelque chose comme ça. Si ça vous convient, il nous reste 3/4 d'heure. Je vais essayer de ne pas trop dépasser. Après, on a le couvre-feu, si on attend trop. Voilà, donc je vous lis cette citation qui mériterait une analyse et des développements et des parallèles et des choses comme ça, mais vous en verrez l'intérêt. Donc je cite, « Le mouvement industriel arrache les populations aux mœurs et aux habitudes de la famille, aux travaux paisibles et moralisants de la terre. Il surexcite le travail par le gain, qu'il élève tout à coup et qu'il laisse retomber par saccade. » C'est ce qui s'était passé en 31 et 34. Il accoutume au luxe et aux vices des villes, des hommes qui ne peuvent plus retourner à la simplicité et à la médiocrité de la vie rurale. De là des masses, aujourd'hui insuffisantes, demain sans emploi, et que leur dénuement jette en proie à la sédition et au désordre. Les prolétaires sont une classe qui, aujourd'hui, livrée à elle-même par la suppression de leurs patrons et par l'individualisme, a reconquis des droits stériles sans avoir le nécessaire et remuera la société jusqu'à ce que le socialisme ait succédé à l'odieux individualisme. Comment enfin contenir ces masses de prolétaires qui s'accroissent sans cesse, armés, indisciplinés? Il exprime parfaitement le malaise des gens au gouvernement pendant toutes ces années face à cette question. Et Lyon, évidemment, est au cœur de ça. Il y a évidemment des soulèvements à Paris, Révolution 1830, 48, j'en passe. Mais Lyon est au cœur de ça parce que Lyon est une grande ville industrielle, tout simplement. Et en fait, son idée, c'est qu'il faut une espèce de soupape d'expansion, il emploie le mot, pour ces gens. Et c'est la raison pour laquelle il soutient la colonisation de l'Algérie. Il le dit explicitement. Alors, il avait eu autrefois des projets au Proche-Orient, mais c'est devenu plus compliqué à ce moment-là. Vous voyez comment les choses se lient. Et on verra qu'il y a d'autres connexions avec l'Algérie dans ce qui s'est passé à Lyon. Alors, pour l'instant, je peux les pointer, mais il n'y a pas eu d'études de fond, parce que ça veut dire qu'il faut travailler très finement sur les gens. Voilà. Autre élément aussi intéressant que vous connaissez peut-être, c'est ce qui
ce à quoi nous renvoie ce qu'écrit Dickens en 1845. Dickens passe à Lyon dans son voyage en Italie, par ailleurs célèbre. Il s'arrête juste une nuit, il y passe très peu de temps, et il écrit une petite page extrêmement féroce sur Lyon, dans laquelle, par exemple, il compare les immeubles à des vieux fromages, et les habitants qui passent leur nez aux fenêtres aux habitants des vieux fromages, voilà, quand ils se présentent à la croûte du fromage. Bon, c'est assez féroce, mais c'est quasiment un topos qu'on retrouve chez d'autres voyageurs. Je suis encore retombé ce matin sur un texte d'un Français en 1935 qui dit quasiment la même chose. Et on va voir que c'est une vision générale et que cette vision était probablement juste. Donc Lyon est une ville, dans la partie qu'on évoquait tout à l'heure, sale, dégradée, insalubre, dangereuse. Donc c'est un vrai problème d'aménagement et politique qui se présente. On avait eu des cas de choléra encore pendant l'épidémie de 1953. Voilà, on pourrait continuer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en 1953 ? On fait ces enquêtes. Et puis, évidemment, enfin non, pas évidemment, on essaie de régler dans un premier temps ce qui est le plus sensible du point de vue politique. Donc, juste après le coup d'État du 2 décembre 1952 par Louis-Napoléon, donc vague d'arrestations, 840, quelques dizaines de condamnations, quelques bannissements, quelques déportations. L'idée, c'est de faire partir les meneurs de possibles insurrections, de possibles protestations. C'est aussi à ce moment-là qu'on agrandit considérablement la caserne de la Part-Dieu, 53-54. L'idée, c'est d'avoir les moyens de contrôler, c'est d'avoir tout ce qu'il faut pour agir. Alors maintenant, la construction du projet. Le projet, à l'origine, il y a eu des projets de réaménagement dans ce secteur de la ville. Dans les années 1840, on les connaît assez bien. Il y a pas mal de documents, mais aucun ne propose une rue continue depuis la place de la Comédie, la place de l'Opéra aujourd'hui, jusqu'à la place Bellecour. À chaque fois, on a des propositions qui vont de la place de la Comédie jusqu'à la place du Concert, c'est-à-dire jusqu'au Cordelier aujourd'hui. On ne va pas plus loin. Ce n'est pas par hasard que c'est le secteur le plus bourgeois de ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire la partie plus au sud étant très pauvre, je pense qu'on hésitait à proposer des choses par-dessus. Alors, les choses se précisent en 1953 et j'ai pris cette carte que j'avais là aussi publiée il y a quelque temps. Donc, c'est sur une carte de 1861 du premier Guy de Johan sur Lyon, 1861. Donc, Paris, un gros rond, Lyon, un rond plus petit, puis d'autres grandes villes, des ronds encore plus petits et des cercles noirs pour Marseille, Toulon et Le Havre, c'est-à-dire les aménagements des grands ports. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le ministre de l'Intérieur de Persigny propose un projet à l'empereur, en fait, de structuration du territoire français. Alors, on avait déjà travaillé là-dessus avant. Il est dans la suite d'autres choses, mais il le formule de façon remarquablement claire. Et ça donne évidemment un projet de travaux sur Paris, un projet de travaux en parallèle, en même temps, sur Lyon, et puis une deuxième vague de travaux sur d'autres grandes villes après. Ce qui apparaît très nettement dans le texte de Persigny, et de fait c'est ce qui se passe après, c'est que les refontes de Paris et de Lyon sont le même projet, avec deux facettes sur les deux villes. Donc évidemment, et vous allez comprendre pourquoi, il n'y a pas eu d'exemple de Paris sur Lyon. Non, c'est le même projet, mais simplement c'est deux exécutants différents. Et c'est là où c'est intéressant, parce que de Persigny nous raconte comment il a choisi les exécutants. Donc, en gros, c'est comment choisir les préfets pour travailler sur ces deux villes. Alors, je vais vous passer les détails, je vais juste en donner quelques-uns, mais ces pages sont passionnantes à lire. Et en fait, on peut les croiser avec d'autres informations sur le parcours justement des préfets. Il y a des bases de données biographiques sur les préfets qui sont très complètes. Sur les ministres aussi, sur ces gens-là, on a beaucoup d'informations. Alors, je vais commencer par Haussmann. Haussmann avait travaillé avec de Persigny
mais aussi avec Weiss, je vais y revenir. Non, avec de Persigny, pardon. Non, avec Weiss aussi, excusez-moi, je recommence, je suis confus. Mais vous allez comprendre pourquoi. C'est que Weiss a été ministre de l'Intérieur pendant quelques mois dans l'année 1851. Donc Weiss connaissait parfaitement la situation de police et les problèmes de sécurité à Lyon. Il avait formé une commission pour étudier tout ça et Haussmann en faisait partie. Donc Haussmann travaille dans une commission pour le ministre de l'Intérieur qui est Weiss, qui est hiérarchiquement au-dessus, vous le comprenez. Et donc, quand de Persigny doit s'occuper des villes, la première ville dont il veut s'occuper, c'est Lyon, tout simplement parce qu'il y avait un préfet à Paris qui s'appelle Berger, et qu'il pense d'abord poser la question à Berger, est-ce que vous êtes d'accord pour continuer? Il avait déjà fait, je crois, le boulevard de Sébastopol, ou une partie, en 1851, mais il s'avère qu'il va refuser, Berger, de travailler sur Paris. Donc il faudra le remplacer. Mais donc, la première question, c'est de trouver quelqu'un pour Lyon. Et là, il le propose à Haussmann, puisqu'on lui avait en gros promis auparavant, à l'occasion de des réflexions que j'évoquais tout à l'heure. Alors, Haussmann est intéressé, mais entre-temps, donc Berger refuse à Paris, donc il faut trouver quelqu'un pour Paris. De Persigny propose Paris à Weiss, qui était son prédécesseur. Weiss refuse. Il est en fin de carrière. Je crois que, si j'ai bien compris, il n'avait pas trop envie de s'embêter sur un projet quand même de longue haleine et qui devait demander beaucoup d'énergie. Donc, de Persigny fait défiler dans son bureau les préfets de tous les grands départements français, de toutes les grandes villes, et il finit par proposer Paris à Haussmann. Et puis ensuite, il a trouvé personne pour Lyon, donc il recontacte Weiss et il finit par le convaincre. Et ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'il le convainc. Donc, il dit au passage que Haussmann est une sorte de sanglier redoutable, capable de tenir tête à la meute acharnée dont je prévoyais le déchaînement. C'est Paris, hein. Et puis à côté de ça, Weiss, administrateur vraiment capable, vraiment habile, homme du monde, de manière distinguée et réservée. Alors, vous voyez, Haussmann a écrit d'une façon à hyper développer, évidemment, sa place dans l'histoire. Weiss n'a pas écrit d'histoire. Il est mort un peu trop tôt. Hein. Il est mort en 64. Peut-être qu'il aurait pu le faire après. Heureusement que de Persigny a écrit les siennes, qui ont été réunies à la fin du XIXe siècle pour les publier. Donc, Weiss accepte de s'occuper de Lyon, parce qu'en fait, les arguments de Persigny consistaient à développer un système de financement des travaux, parce que c'était ça la difficulté, c'était comment financer des travaux d'une très très grande ampleur. Les finances municipales ne le permettaient pas. Donc il fallait des subventions de l'État, il y en a pour la rue de la République, relativement importantes. La rue de la République a été classée route nationale pour pouvoir financer le rachat de la rue une fois réalisé à la compagnie qui la ferait. Et évidemment, pendant ce temps-là, la route nationale, elle était sur le quai du Rhône. Et puis, en même temps qu'on fait la rue de la République, vous voyez, on répare l'ancienne route nationale. Donc, c'était un argument parfaitement factice, mais ça permettait juridiquement de financer la rue. On a fait la même chose à Marseille, dans plusieurs avenues parisiennes. Enfin, l'idée, c'était d'apporter des financements de l'État pour pouvoir financer par le public la rue, de façon à ce qu'il y ait de l'investissement privé qui ensuite prenne place dans ce mouvement-là, avec la reconstruction d'immeubles, et de façon à ce que tout le monde gagne de l'argent. Je donnerai des chiffres tout à l'heure. En fait, ça a très bien marché. En tout cas, à Lyon, Paris assez bien, dans d'autres villes, beaucoup plus mal. Mais à Lyon, il y avait beaucoup d'argent mobilisable. Donc, Weiss est convaincu. Alors, ce qui avait aussi montré qu'on pouvait faire ça, c'est la réalisation des rues de Brest et Chenavard quelques années plus tôt. Donc, ça commence en gros en 1848. Ça s'achève, les derniers immeubles sont construits vers 1854. Et là, ces deux architectes, Amédée Savoie et surtout Benoît Poncet,
qui avait passé ce qu'on appelle un traité, c'est un contrat de réalisation en fait, et de concession, avec la ville. Et Poncet, sa voix se retire assez vite, parce que je crois qu'il a trop peur financièrement de perdre trop. Je crois que ça lui a fait très peur. Et Poncet a su faire, c'est dit, c'est décrit, je crois que c'est Tisseur qui le dit, il a su jouer financièrement de façon non seulement à produire la rue rachetée par la ville, la rue à un prix qui en fait cache une subvention, parce que la ville voulait que ça marche, mais il a su aussi gagner énormément d'argent en construisant lui-même une part assez importante des immeubles le long de la rue Chenavard et de la rue de Brest. Il en a construit plus d'une dizaine, peut-être une quinzaine. Ils sont toujours là aujourd'hui. Donc il a montré qu'on pouvait mobiliser la plus-value potentielle dans des quartiers paupérisés si on arrivait à détruire les immeubles, faire une nouvelle rue, construire de nouveaux immeubles pour des populations beaucoup plus bourgeoises, des commerces et des choses comme ça. Et en fait, la valeur des terrains est multipliée par 3 à l'occasion de l'opération. Rue de la République, la multiplication, c'est à peu près 4. Après, c'est plus compliqué, parce que ça fait monter les valeurs dans toute la ville. Voilà, mais je ne vais pas vous faire l'histoire de la rue Édouard Herriot, qui est aussi extrêmement intéressante, et qui est évidemment alliée à celle de la rue de la République. Voilà. Donc, le maire, Weiss, pas stupide, va faire appel à Benoît Poncet pour monter la société anonyme de la rue Impériale. Parce qu'il avait montré qu'on pouvait faire. Alors, donc c'est une société par action sur laquelle je redirai un mot par la suite. Alors, quels sont les objectifs de l'opération? Une fois que tout ça est assez clair, hein, les outils, le savoir-faire, la situation présente, on va voir qu'il y a un moment très tendu, c'est est-ce que ça va marcher ou pas. Mais quels sont les objectifs? Des objectifs militaro-politiques, disons ça. Alors, on a toujours évoqué le fait qu'on faisait une rue large pour pouvoir faire venir la troupe et tout ça, pour mater l'insurrection. Évidemment, c'est le site de l'insurrection. Alors, c'est assez en trompe-l'œil, cette histoire-là. Parce que, en fait, vous voyez, j'ai parlé de la caserne de la Pardieu, qu'on a grandi en 53-54. En fait, quand on l'agrandit, on projette une avenue jusqu'au centre pour pouvoir faire venir les troupes au centre. Cette avenue, on ne la fera pas. Et puis, quelques années plus tôt, en 1946, le maire relaie une demande auprès du ministère de la Guerre des propriétaires des terrains pour achever la rue Bourbon, c'est la rue Victor Hugo aujourd'hui, dans la partie qui donne sur la rue Bellecour, et avec un argument qui est, ça serait très utile pour pouvoir faire passer les troupes en cas de besoin, en cas d'insurrection. C'est dit, pas de façon parfaitement explicite, mais c'est très très clair. Vous voyez, je cite, « Projet dont l'exécution est nécessaire non seulement à une grande partie de la ville, mais encore au service militaire pour le développement et les manœuvres de l'artillerie et de la cavalerie, dont les plus grandes casernes sont situées à l'extrémité de la rue Bourbon. » Et on fait référence, juste avant dans le texte, aux insurrections. Voilà. Mais que répond le ministre de la Guerre? Il répond, il refuse la subvention, et il dit, donc on est en 41, « Les rues Saint-Joseph et Boissac sont suffisantes pour l'acheminement des troupes. » Sous-entendu, on n'a pas besoin de percer, on n'a pas besoin d'avenue pour faire venir les troupes. Nouvelle connexion avec la guerre de l'Algérie. Lors de l'insurrection de 1931, le début de la conquête de l'Algérie est récent, et il n'y a pas eu de reconquête militaire de la ville. Ça s'est fait pacifiquement. En 1934, les autorités décident une reconquête militaire de la ville. Donc les choses sont beaucoup plus tendues. Elles auraient probablement pu jouer une reprise pacifique. Ça n'aurait pas été très difficile, d'après ce que j'ai lu. Mais non, elles choisissent ça. L'idée, c'est déjà de mater, en quelque sorte, les rouges. D'ailleurs, sur les cartes, on les met en rouge. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? C'est aussi parce qu'on a développé des techniques de guérilla urbaine à l'occasion de la conquête de l'Algérie. La carte de l'insurrection que je montrais tout à l'heure, de 1934, elle est faite par des militaires qui font des cartes tout à fait comparables. C'est écrit de la même façon, c'est dessiné de la même façon en Algérie à ce moment-là. Le gouverneur militaire de Lyon au moment de la rue de la République, c'est Bugeaud. Ça vous dit peut-être quelque chose.
un des grands généraux de la conquête de l'Algérie, justement. Donc, et Weiss lui-même avait eu des postes en Algérie. L'un des postes, c'était directeur des affaires civiles, c'est-à-dire qu'il s'occupait de toutes les affaires de colonisation. Dans les années 1840, ça a duré quelques années. Donc, on est prêt à utiliser, le cas échéant, un savoir-faire, mais on utilise quand même l'argument. Donc, il y a une ambiguïté. C'est pas que probablement, c'est un argument qui parle bien aux politiques. C'est difficile de dire, vous savez, on connaît les techniques de guérilla. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de morts en 1934. Hein. C'est parce que ça a été assez féroce. Voilà. Donc, vous voyez, ça n'est qu'un aspect des choses. Alors, on a d'autres aspects. Contrer les mouvements centrifuges à Lyon. Alors, on le voit notamment dans le fait que les affaires et les élites ont tendance, vont vivre en dehors du centre. Notamment dans le quartier des Brotteaux. Très, très belle construction des années 1820, 30 et 40 dans les Brotteaux. Il y a un ensemble de cette période-là, tout à fait remarquable, pas patrimonialisé. Peut-être qu'on pourrait s'y intéresser. Et qui correspond à ce mouvement-là. Il y a eu d'ailleurs, à un moment donné, une demande des gens des Brotteaux de devenir indépendants de la commune de la Guillotière, de découpage de la commune de la Guillotière. Il y a pas mal de documents là-dessus. Le préfet refuse. Donc, les affaires économiques ont tendance à quitter le centre. Bon, en 1852, on unifie Lyon et la Guillotière, on rattache la Guillotière à Lyon et quelques autres communes. Donc, ça pourra faciliter aussi les choses par la suite. Donc, dans certains textes, on parle, j'ai parlé de la pauvreté, de cette fuite des élites, de la partie centrale, on parle du pourrissement de la ville ancienne, donc de régénération. Bon, c'est un phénomène dans les grandes villes européennes, hein. C'est pas propre à Lyon, c'est un phénomène tout à fait caractéristique des grandes villes à ce moment-là. Alors, projet économique, agrandir le centre des affaires. Weiss évoque, c'est une expression qu'on revoit dans plusieurs textes, une city lyonnaise. Donc vous voyez, son exemple, c'est pas Paris là, ici, hein, c'est Londres. C'est une vision où on cherche à s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, là où ça marche bien. Donc, agrandir le centre des affaires, on verra tout à l'heure comment il se branche sur le centre préexistant des affaires. Pardon. Accélérer le mouvement dans la ville. Alors, on a beaucoup parlé pour cette période, les historiens de l'art se sont arrêtés plutôt sur les questions d'hygiénisme, l'air et la lumière. Mais dans les textes qui parlent des projets ici, on associe toujours le mouvement. Et c'est le mouvement des gens et de l'argent. L'idée, c'est que, la métaphore est employée, c'est que l'argent puisse circuler dans des axes, dans des veines, et que les avenues, c'est aussi de voies de circulation de l'argent, donc de la richesse. Le but, c'est de créer de la richesse. C'est que la richesse se diffuse, circule. Sous-entendu, auparavant, elle était un peu étouffée, peut-être, d'une certaine façon, ou trop conservée par devers soi. Et donc, l'idée, évidemment, de brancher le centre du pouvoir, qui est autour de l'hôtel de ville, qui est d'ailleurs renforcé à ce moment-là, parce qu'on y met aussi la préfecture. J'ai oublié de dire ça, je vais en dire un mot juste après, parce que c'est quand même important. Et donc, de brancher ce centre, autour duquel on a le centre des affaires à ce moment-là, très fortement lié à la soierie, avec le nouveau centre et la gare principale, qui est la gare de Perrache, plus au sud, par le biais de la place Bellecour. Oui, l'hôtel de ville fait l'objet de travaux importants de réhabilitation. Je crois que c'est en 1858, architecte Desjardins, si je ne me trompe. Donc, on y fusionne la préfecture et la mairie. Donc, ça a été, après, quand la République est revenue au pouvoir, il y a eu une rancœur très grande, politique, qui s'est accumulée derrière ça et qui provoque des décisions dans toute la deuxième moitié du XIXe siècle. Je ne vais pas m'étendre. Mais en gros, l'idée, c'est que Weiss, quand il est nommé, je répète, il est ancien ministre. Ministre de l'Intérieur, c'est quasiment le plus haut poste de ministre. Il n'y a pas de Premier ministre dans ces périodes-là. Le premier des ministres, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est le plus puissant. Et donc,
Quand on le nomme, il est préfet, évidemment, de Lyon, ce qui inclut la charge de préfet de police. C'est lui qui avait créé la préfecture de police de Lyon. Donc il est préfet de police, maire de la ville, en fait président de la commission municipale, mais il a le titre aussi de maire, si je ne me trompe. Et puis il est évidemment sénateur. Donc il a tout, si vous voulez. Il n'a rien à gagner quand il est nommé à Lyon. À la différence d'Haussmann. Haussmann, il est simplement préfet de la Seine, du département de Paris. Il n'a pas l'équivalent du titre de maire, et puis il faudra qu'il attende longtemps pour devenir sénateur. Il était très jaloux, notamment de Weiss, très probablement. Mais vous voyez, il était très en dessous hiérarchiquement, même s'il était de fait quand même très haut. Donc là encore, dire que Lyon a imité Paris, c'est un non-sens, tout simplement. D'abord, les choses se sont faites en même temps. Et si on connaît le parcours de ces gens, ça n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un qui est très au-dessus va imiter quelqu'un qui est en dessous? Non. En général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt le contraire. Alors, ce que je ne sais pas, c'est dans quelle mesure Haussmann a regardé de plus ou moins près ce qui se passait à Lyon pour éventuellement en tirer des recettes pour Paris. Ce serait quelque chose d'intéressant à explorer. Plus concrètement, dans le détail, comment les techniciens ont travaillé. Alors, du point de vue de l'économie, on a un chiffre qui a été établi par l'américaine Léonard en 1961, et dans les travaux que j'ai menés, j'arrivais à des choses assez comparables, même si j'ai dépouillé moins de sources. Elle parle de 120 millions de dépenses publiques, c'est énorme, hein, et de 150 millions de dépenses privées, donc pendant que Weiss était au pouvoir, sur la dizaine d'années. Je le répète, c'est énorme, c'est extrêmement considérable. Bon, ça concerne bien plus que la rue de la République. Des préoccupations sanitaires, je le répète, on a eu le choléra, on a les constats du médecin Poton en 1949 sur l'entassement des gens, la surpopulation. On va introduire l'eau potable, pour la première fois à Lyon, un réseau, l'amorce d'un réseau général avec la Société lyonnaise des eaux, rue de la République, en imitant un système mis en place à Paris depuis seulement quelques mois. On aura aussi en même temps les eaux usées, parce que ça va de pair, et ainsi de suite. Là, c'est aussi du mouvement. Vous voyez, c'est l'arrivée de l'eau potable, l'évacuation des eaux usées. Le profit, il ne faut pas l'oublier, pour beaucoup de gens, il s'agissait d'une opportunité de gagner de l'argent. On ne transforme pas les villes si on n'a pas d'argent à gagner. Enfin, dans nos systèmes politiques. Dans certains certains autres systèmes politiques, oui. Mais chez nous, non. Il faut de l'argent. Et ce n'est pas nouveau. Donc, subvention de l'État qui passe par la ville, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qui permet pour la rue de la République de racheter les mètres carrés de rues nouvelles aménagées à un tarif qui ne soit pas un tarif à perte pour l'aménageur, la Société anonyme de la rue impériale. En revanche, le risque principal, il est laissé à cette compagnie, à cette société. Ceci dit, comme elle arrive à mobiliser les fonds nécessaires pour faire la rue, Poncet arrive à la convaincre de ne pas revendre les terrains des deux côtés de la rue, ce qu'on fait d'habitude dans ces opérations, ce qu'on fera rue Herriot juste après. Et Poncet convainc son conseil d'administration de construire les immeubles, en disant, vous voyez, j'ai le savoir-faire. C'est en gros ce qu'il avait fini par faire rue Centrale, donc rue de Brest et Chenavard. Et le conseil d'administration accepte. Donc c'est pour ça que la société anonyme a construit, j'ai plus le chiffre en tête, de l'ordre des 2/3, peut-être un peu plus, des immeubles le long de la rue, des deux côtés de la rue. Certains immeubles ont été confiés à des groupements d'entrepreneurs qui travaillaient pour la société, et quelques autres, très peu, ont été construits par des investisseurs totalement indépendants de la société. Beaucoup d'argent a été gagné, puisqu'il semblerait, mais les collègues qui vont intervenir sur tous ces aspects, occupants, loyers, et ainsi de suite, vont peut-être donner des chiffres plus travaillés que celui que j'ai, mais fin 57, c'est allé très vite. On a commencé les démolitions en 54, fin 57, quasiment tous les immeubles sont livrés. 4 km de façade, à peu près, réalisés par la société. C'est énorme. Donc, fin 57,
Poncé dit à son conseil que, en fait, le retour des loyers, si on fait le calcul, correspond à peu près à, sur une année, 12% du montant total de l'investissement. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est un retour sur investissement extrêmement rapide. C'est une opération fantastique pour les investisseurs. Poncé lui-même, qui s'est fait payer en parts en actions, a gagné des fortunes qu'il va réinvestir dans d'autres opérations, mais pas à Lyon. Donc, le profit. Il s'agit aussi, évidemment, de faire une ville moderne pour répondre au regard des étrangers. Je citais Dickens, mais beaucoup de Français pensaient la même chose. Et puis, il s'agit aussi de faire une ville belle. C'est important à cette époque aussi. Alors, quelques aspects sur lesquels on aimerait, là aussi, des travaux plus fins, mais ça veut dire qu'il faut balayer énormément d'archives pour trouver des petites perles de ci, de là. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une coloration un peu saint-simonienne au projet. Première chose, il n'y a aucun signe religieux dans la réalisation de la rue de la République, ni dans la rue Herriot après, ni d'ailleurs dans les travaux menés sous l'égide de Weiss dans la ville. Il y en a à Paris, sous Haussmann, mais à Lyon, il n'y en a pas. Je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard, parce qu'on évoque cette question-là à un moment donné. On parle de construction d'églises, pas pour la rue de la République, mais en liaison avec la rue Herriot, et en fait, on ne fera pas d'église. On a aussi un accompagnement des métiers du bâtiment, des entreprises. Je parlais tout à l'heure du fait que la société, sous l'égide de Poncé, sous la direction de Poncé, confie quelques gros immeubles à des entrepreneurs associés pour qu'ils gagnent de l'argent. Et on a d'autres illustrations de ça. Et puis, ça va jouer aussi sur le déplacement des populations. Je vais y revenir. D'autres investissements, d'autres éclairages sur cet aspect des choses. Le palais du commerce est parfaitement orienté suivant les points cardinaux, ce qu'on pouvait en savoir à l'époque. La rue de la République est nord-sud. La rue Herriot est parallèle nord-sud aussi. Rien n'obligeait à faire ça nord-sud. Dans les projets antérieurs, ce n'est pas nord-sud. Donc, peut-être un petit esprit universaliste là derrière. C'est le moment des grandes réflexions aussi sur le canal de Suez et ainsi de suite. Donc, et puis, Enfantin a passé du temps à Lyon. Il était très implanté à Lyon. Enfin, bon, là aussi, il y a des choses à creuser. Et puis, enfin, la société qui fait la rue, c'est une société par action qui réunit de très nombreux petits investisseurs lyonnais. Peu de gros investisseurs, en fait, quasiment pas, pour un nombre de parts relativement important. Alors, il y a eu un moment qui a été un moment décisif. Je regarde le temps passer. Ça a été fin 1854, quand on a procédé au plus gros des évictions et que ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soulèvement. Il aurait pu y en avoir un. C'est de l'ordre de 15 000 personnes qui sont déplacées. Alors, il y a des discussions sur les chiffres. On trouve de 13 à 18 000. C'est peut-être bien 18 000. Et dans une source contemporaine, il faudrait compter à partir de recensements. Enfin bon, il faudrait reprendre la question. Mais donc, il y a des indemnités qui ont été données aux gens, y compris ceux qui n'avaient pas de contrat écrit. L'idée, c'était vraiment de huiler le déplacement. Alors, cette question du déplacement des populations, elle était évidemment très importante, parce qu'il ne fallait pas créer de nouvelles difficultés, ni par une insurrection sur place, ni par les conditions de réception de ces populations. Alors, comment est-ce que ça s'est passé ? Il semble qu'une bonne part des gens soient allés s'installer sur la rive gauche du Rhône, sur des terrains appartenant pour beaucoup aux hospices civils. Or, depuis 1852, la ville de Lyon est beaucoup plus représentée dans les hospices civils, et en fait, on voit qu'elle tord le bras des hospices pour qu'ils louent par baux amphithéotiques massivement des terrains à des gens qui, pour une part d'entre eux, très certainement, vient des percées du centre. On va construire pendant ces années-là des centaines et des centaines. On a les permis de construire, les autorisations de construire en archive ici.
j'en ai dépouillé un certain nombre, des centaines de petites constructions, ce qu'on appelle à l'époque des baraques. Alors, ce n'est pas en bois, en général, c'est en maçonnerie, parfois avec des poteaux de bois, mais la plupart du temps, c'est en maçonnerie. Au début, c'est parfois en pisé, mais en fait, assez rarement. Donc, des petites constructions, souvent construites par des gens des métiers du bâtiment, des maçons, des menuisiers, des charpentiers, et j'en passe. De ces gens qui travaillent sur les chantiers de la rue de la République. D'ailleurs, à un moment donné, au moment de la grande inondation de 1856, pour la reconstruction, en juillet-août, Poncé arrête le chantier de la rue de la République pour que les gens qui l'y employaient puissent aller travailler sur la reconstruction. Et ce sont très largement les mêmes qui vont construire des baraques en rive gauche. Et ce qu'on a là derrière, c'est, vous voyez, ça aide évidemment le mouvement de déplacement des gens, puisque une partie des gens qui travaillent sur les chantiers vont construire des petits immeubles pour des gens qui seront déplacés et vont en plus gagner de l'argent sur ces petits immeubles, même si ce sont des baraques pas magnifiques, si vous voulez. C'est très habile comme façon de faire. Ça n'est exposé nulle part. Donc on peut le reconstituer en mettant les informations bout à bout et puis en essayant de comprendre comment ça marche. Donc, voici la carte. Alors, on a quelques opérations de prolongement de l'opération. Il y a la Cité de l'Enfant Jésus qui a été construite par un capitaliste lyonnais issu de la Soierie, devenu prêtre à la fin de sa vie et qui fait une œuvre de bienfaisance. Mais il donne des contraintes tellement fortes aux gens pour habiter dans son ensemble de logements. En fait, il y a un couvre-feu à 10 heures. Il faut qu'ils soient rentrés à 10 heures. Il faut qu'ils assistent à un office religieux 3 fois par semaine, je crois. Et puis, il y a un certain nombre de contraintes comme ça. Alors, évidemment, la plupart des gens de Lyon, pauvres, au bout d'un an, ils sont partis, quoi. C'était des conditions qu'ils refusaient. Puis, ils pouvaient se loger à côté. Ils ont trouvé. Donc, ça a été un échec. Voici ici une image donc, des terrains des hospices civils en verre qui vont être cédés, qui vont se couvrir de baraques pendant cette période-là. Ce sont les constructions en noir qui sont construites ici avant 1861, dans les années qui précèdent. Et puis ici, une vue des dégâts de l'inondation de 1956. Alors on a, dans les permis de construire, des gens qui construisent une baraque, détruite quelques mois plus tard, et qui doivent reconstruire. Alors, évidemment, des gens dans des situations difficiles, et c'est là où Napoléon III, par l'aide qu'il donne à Lyon, mais là aussi, il faudrait l'étudier en détail, contribue au rétablissement de la situation. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que donc, la rue de la République n'est pas isolée. Alors évidemment, elle fait partie d'un plan d'ensemble d'aménagement de la ville, un plan qui se construit petit à petit, qui apparaît très nettement exprimé en 1858, mais tout n'y est pas. Il y a encore d'autres choses qui apparaissent après. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de cartographie complète de ce qui s'est passé sous le Second Empire à Lyon, et c'est d'une très très grande ampleur. On a l'équivalent, par exemple, d'un boulevard des Maréchaux à Lyon, comme à Paris, et ça se fait au même moment, à peu près. Donc, quelles sont les choses qui sont aussi dans ce prolongement ? Le lotissement de l'ancien maire de la Guillotière sur son domaine, donc Viton, à Montchat. Alors on dit parfois que c'est pour les gens de l'inondation de 1856, mais en fait c'est pas ça, c'est pour des gens déjà pas tout à fait pauvres, hein, c'est dit très clairement. On a aussi, c'est quelque chose d'intéressant, l'ouverture en même temps que la rue de la République de la rue Dumont d'Urville sur le plateau de la Croix-Rousse, avec un lotissement des deux côtés. Il reste pas mal d'immeubles, ici de 1857 ou juste après. Donc c'est quasiment dans le prolongement de la rue de la République et c'est nord-sud aussi. Donc en fait, il est probable que ce soit un élément d'un projet plus vaste de création d'un très grand axe nord-sud dans la ville, dont on reparle par la suite. D'ailleurs, il y a un plan dans l'exposition qui évoque un projet de prolongement de la rue de la République beaucoup plus tard. Mais ici, on l'a réalisé. C'est la même largeur, c'est la même logique. Alors, ce qui est très intéressant derrière tout ça, c'est que, en même temps qu'on fait la rue de la République, donc un nouveau centre riche, bourgeois, le centre des affaires, un centre financier
aussi, on va le voir après, avec des banques et des choses comme ça. Énormément d'argent à Lyon. Lyon est en plein boom industriel, économique, commercial et ainsi de suite. C'est une ville qui s'enrichit énormément. Enfin, quand je dis la ville, c'est en général, c'est pas tout le monde évidemment. Mais beaucoup de gens, même peu aisés, en voient les conséquences, vivent mieux. Donc, en même temps qu'on fait, j'allais dire, une illustration parfaite d'un cœur de ville contemporain de très haut niveau, ben, on étend la ville, d'un côté par un bout de ville industrielle, notamment pour la soierie, c'est ce qui se passe sur le plateau de la Croix-Rousse ici avec cette rue, avec des immeubles dans lesquels on a beaucoup d'ateliers, mais aussi de petites manufactures et de choses comme ça, de la soierie. Beaucoup de ces immeubles existent toujours. Et puis, sur la rive gauche, de façon, on le verra le temps passant, un peu provisoire, la constitution de quartiers de baraques. En même temps, c'est la même ville, avec d'un côté des immeubles très bourgeois, de l'autre côté des immeubles de baraques. Dans son guide en 61, Johan dit, il parle de ce quartier-là, mais il dit, mais là, on ne visite pas. C'est intéressant, pourquoi est-ce qu'il en parle alors? D'habitude, on ne parle pas des quartiers qu'on ne visite pas dans les guides. Mais ça l'a intrigué. Bon, il ne parle pas de ce bout de rue prévu pour être le prolongement de la rue de la République à la Croix-Rousse. Donc, il faut surtout se garder de voir la rue de la République comme un objet isolé et comme la seule façon de faire la ville à cette époque-là à Lyon. Parce que ce n'est pas vrai du tout. C'est une partie, c'est la partie émergente, la plus visible, la mieux conservée, c'est pas pour rien, parce que c'est la mieux construite, la plus prestigieuse, d'un mouvement qui prend des visages très différents dans d'autres quartiers nouveaux de la ville. Les baraques, c'est la même ville, et ce qui se passe ici à la Croix-Rousse, c'est la même ville, pour ne prendre que ces exemples. Mais ça sera intéressant de comparer les architectures. Quelles architectures a-t-on fait à la Croix-Rousse? Quand même plutôt des grands immeubles. Et ça ressemble à quoi les baraques? Alors malheureusement, j'ai chez moi des photocopies de plans de baraques. On les a dans les permis de construire. Ici, on en a quelques-uns. Et je ne suis pas retombé dessus. Je n'ai pas eu le temps de retourner aux archives. Je vous aurais montré à quoi ça ressemble. Mais on a des permis de construire pour les baraques aussi bien que pour les immeubles du centre. Voilà. Donc, pour terminer, ça a été une très grande réussite. Donc, vous avez à gauche le centre des affaires tel qu'il existait dans les années 1830, donc l'hôtel de ville, le Grand Théâtre, l'Opéra aujourd'hui. Les marchands de soie sont en bleu. On a les grands commerçants de tissus qui sont les points bleus, pardon. Ici, c'est le quartier des marchands fabricants qui travaillent beaucoup avec le marché parisien. Et puis, deux hauts lieux aussi de cette activité, le club des marchands fabricants, un immeuble construit en 1822 qui existe toujours. Ici, c'est la rue, au-dessus de la rue Lénaud. C'est la rue Lénaud. Pardon, c'est dans la rue Lénaud. Et puis ici, un autre club, qui est le club des négociants, qui sont en fait les grands intermédiaires avec les marchés étrangers. Avec l'hôtel du Nord, qui existe toujours aujourd'hui, qui est à côté de l'Opéra, bel immeuble de 1827. C'est là où descendent les Américains, quand ils viennent faire leurs affaires à Lyon. Les États-Unis, c'est le premier marché d'exportation lyonnais. En 1835, c'est 50% de la production de soieries de Lyon qui part aux États-Unis. C'est énorme. Et ce n'est pas pour rien que le consulat américain, vers 35-37, s'établit juste à côté. Donc le centre d'affaires est ici, avec l'opéra, ce sont les activités évidemment sociales liées aux affaires. On a aussi le plus grand café de la ville au rez-de-chaussée de l'Hôtel du Nord. Et puis, chose peut-être moins dite, on a des maisons closes, enfin, ce n'est pas des maisons closes, des maisons avec des filles publiques ou des femmes publiques dans les petites rues par derrière. Et voici ici, alors malheureusement l'image n'est pas très bien reproduite, mais comment se positionne donc le nouveau centre des affaires par rapport à ça? Il est branché sur l'ancien, puisqu'il donne sur la place de la Comédie. Ce n'est pas pour rien, c'est absolument délibéré. Et donc on l'agrandit avec un secteur central, avec la bourse, où on concentre énormément d'activités liées aux activités commerciales, financières et ainsi de suite. C'est là que va s'implanter
le Crédit Lyonnais va se créer en 1863, la Banque de France à côté, le consulat américain du coup déménage juste à côté, et puis la halle de marché ici, qui était plutôt un projet plus ancien, recyclé dans le cadre de l'aménagement du quartier. Et puis vous avez l'emplacement des banques, des filiales ou des banques ici en rouge, les agents de change, ce sont les petits points, et ainsi de suite. Donc, très très grande réussite, hein, à tout point de vue. Peu de choses ont été ratées, en quelque sorte, dans cette opération, puisqu'on a réussi à gérer le déplacement des gens dans des conditions relativement acceptables pour les gens, ce qui n'a pas du tout toujours été le cas dans les grandes percées de cette époque-là, ou italiennes un petit peu plus tard. Si on fait des comparaisons, ici, on n'a pas prévu vraiment de quartier nouveau. En revanche, ça ne s'est pas si mal passé que ça, parce qu'on a compté sur le milieu des gens du bâtiment, qui gagnaient de l'argent en travaillant sur les nouveaux travaux, qui gagnaient de l'argent en construisant des petits immeubles sur la rive gauche, qui gagnaient de l'argent en récupérant des matériaux de démolition pour les réutiliser dans les nouvelles constructions, baraques et autres sur la rive gauche, sachant aussi, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, que dans les insurrections, et notamment celle de 1934, à votre avis, les troupes de choc de l'insurrection, c'est qui? Eh bien, ce sont les maçons. Parce que c'est des costauds. Ils savent, ils ont des muscles, ils ont l'habitude de manier des outils potentiellement très dangereux. Et donc, les troupes de choc de l'insurrection en 1934, ce sont les maçons. Ils s'étaient associés. Donc, supprimer ce quartier, c'était aussi faire en sorte que les maçons soient accompagnés, en quelque sorte, s'y retrouvent dans cette histoire. Et je crois que politiquement, ça a été extrêmement habile. Mais ça s'est fait aussi parce qu'il y a eu respect des gens. Hein, je crois que c'est important. Voilà, pour terminer, il est 30, ça va. Donc pour terminer, cette carte qui est produite au sein des services municipaux par en fait l'ingénieur municipal Bonnet, donc en 1861, qui montre aussi la rue Herriot en orange, la rue de la République est en rouge. Ces annexes faites aussi par la Société anonyme de la rue Impériale sont en bleu. Donc une opération qui a très très bien marché. Et ce plan, en fait, c'est un plan c'est un plan de communication qui montre la réussite. On est fiers de cette réussite. On fait un joli plan en couleur. Alors il y en a eu une version non en couleur, imprimée, qui a été beaucoup plus diffusée. C'est vraiment de la com. Et puis, la réussite est telle que plusieurs grandes villes françaises vont s'adresser à Weiss pour lui demander comment il a fait. Toulouse, Marseille, Lille, Le Havre, et j'en passe. Alger s'adresse à lui. Il avait travaillé à Alger dans le passé. Et probablement Bruxelles aussi, où on aura des grandes percées dans les années 1860. Et un des exemplaires du plan de l'insurrection de 1834 que je montrais tout à l'heure se trouve à la Bibliothèque royale de Bruxelles. C'est évidemment pas par hasard. Et enfin, pour terminer, Weiss va mourir en 1864, mais très peu de temps auparavant, de Persigny revient à Lyon. Il n'était pas passé depuis très longtemps. Weiss lui fait visiter la ville. Ça a dû être un grand moment, ce moment-là. De Persigny dit que Lyon est devenue l'une des plus belles villes du monde. Il ne dit pas peut-être. Bon, aujourd'hui, si les touristes apprécient Lyon, c'est pour une part très importante parce qu'il y a eu ces travaux du Second Empire. Ça inclut les quais, ça inclut beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier tout ça. C'est vraiment des réalisations de très très grande ampleur. Alors qu'elle était auparavant, je cite, une ville sale, la cloteur. C'est intéressant parce que c'est une réponse extrêmement... c'est un homme du monde, comme on le disait tout à l'heure, Weiss, que c'est la réponse de celui qui a réalisé, qui a fait le travail, à celui qui en avait eu l'idée à l'origine. C'est un très très beau moment, je trouve, humain et dans l'histoire de la ville. Voilà, je vous remercie. Deux, trois questions peut-être? Oui, j'avais
J'avais une question sur la quinzaine de milliers de personnes qui avaient été déplacées. Oui. Dont une partie s'était relogée donc, sur la rive gauche. Est-ce qu'ils étaient locataires ou propriétaires dans la presqu'île? Est-ce qu'ils étaient locataires ou propriétaires dans la rive gauche? Alors, Ceux qui ont fait construire, comment? Ils étaient, je pense, quasiment tous locataires sur la presqu'île, ou sous-locataires sans contrat. Sur la rive gauche, certains deviennent propriétaires dans les milieux du bâtiment, mais vous voyez, de tout petits immeubles. Et en fait, ils louent pour tirer des profits. Donc, beaucoup d'autres sont en fait locataires. Alors, je n'ai pas donné le chiffre, mais la population de la Guillotière augmente considérablement pendant ces années-là. J'ai dû noter, voilà, la Guillotière gagne 28 000 habitants entre 1851 et 1956. Alors, c'est 15 000 habitants pour la rue de la République. L'ensemble des démolitions, y compris la rue Herriot, c'est probablement plus de 30 000 habitants, donc sur une dizaine d'années. Je voulais savoir si dans vos recherches, vous vous êtes intéressé au volet patrimonial. Est-ce que il y a eu un souci de préserver certains éléments du patrimoine au moment de faire la rue de la République? Fouilles archéologiques, non. Conserver des choses en tout cas officiellement, non. On n'en parle absolument pas. En revanche, mais ça manque de documentation. J'ai fait un article il y a quelques années là-dessus, sur les remplois, c'est-à-dire sur les choses remployées dans des constructions, notamment en rive gauche, mais pas seulement, tirées des démolitions du centre. En fait, un certain nombre de ces gens du bâtiment qui se sont transférés en fait en rive gauche, il y avait aussi beaucoup de Limousin, hein, de Auchandiano a bien parlé de ça, et je pense que beaucoup avaient travaillé sur les chantiers de la rue de la République. Donc beaucoup de ces gens réutilisent des morceaux de la ville détruite en les intégrant dans leur nouvelle construction et en les montrant. Par exemple, rue Baraban, il y a une succession de 4 maisons, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, qui contiennent tous des éléments récupérés du centre. Une niche d'angle, un rez-de-chaussée à arcade, une fenêtre du 15e modifiée au 18e. Voilà, comme si on reconstituait un morceau du quartier dont on avait été déplacé, en quelque sorte. Mais c'est le patrimoine vu par le petit peuple, si vous voulez. C'est ça qui est fascinant dans cette histoire. Ceux qui conservent des choses sont des gens du petit peuple. Ce ne sont pas des élites cultivées. Les élites cultivées, il y a quelques dessins, mais on conserve quasiment rien. Il y a quelques objets à Gadagne. Je vous écoute. Le monument qui a été construit place de la République, ainsi que celui qui a été construit d'ailleurs donc sur la place Carnot, il date de ces époques-là, de cette époque-là. Alors, ce qu'on a eu après la mort de Weiss, c'est la construction d'une fontaine place de la... Non, c'est place Herriot. Pardon, je parle d'autre chose, mais c'est important. C'est place Herriot, c'est la construction d'une fontaine dédiée à Weiss, en fait, qui sera déplacée ensuite place Carnot. Qui sera démoli. Il y a eu une espèce de damnatio memoriae de Weiss, alors que ça a vraiment été un personnage très important, et à mon avis pas... Évidemment, il travaillait pour le régime de Napoléon III, mais c'est pas quelqu'un d'extrêmement corrosif, si on peut dire, moins que Haussmann. Donc la mémoire de Weiss n'a pas été honorée, elle a même été déshonorée après sa mort, après la fin de l'Empire. Et le monument de la République, il a été construit donc en 89 pour célébrer la République. Donc bien après l'aménagement de la place. Je ne sais pas quel monument on avait rue de la République avant le monument de 89. Je ne sais pas. Il n'y a pas de rue Weiss? Si, il y a une toute petite rue. Je ne sais pas où elle se trouve, mais il y avait une avenue Weiss auparavant. Oui, oui. Vous voyez, il y a un boulevard Haussmann à Paris, il n'y a pas l'équivalent à Lyon. Hein. Comment vous expliquez ça? C'est que Haussmann, c'est un personnage parisien qui participe de la geste nationale. Donc même si c'est un personnage qui a été extrêmement critiqué, d'abord il a écrit sur lui-même, en faisant disparaître tous les autres d'ailleurs, hein, y compris tout ce qu'il a pris de Persigny comme idée.
parce qu'ils se les approprient, et en fait, ça vient de Persigny. Je pense que c'est ça, alors qu'un personnage lyonnais ou marseillais ne pourrait pas faire partie, au même titre, de la geste nationale. Je vois ça un peu comme ça, mais ça mériterait une analyse. Ouais. Ce qui s'est passé à Lyon en quantité, c'est à peu près le quart de ce qui s'est passé à Paris, tout compris. C'est pas négligeable du tout. Hein, c'est quand même assez considérable. À ma connaissance, il n'en reste plus rien. J'ai sillonné toutes les rues, hein, je suis passé partout, enfin depuis des années, hein, mais j'en connais rien. Il y a 2-3 bâtiments qui sont un peu dans cet esprit, mais ce n'est pas vraiment les baraques telles que je les ai vues dans les permis de construire. En revanche, on voit à nouveau des baraques à Lyon, ça c'est connu, à Villeurbanne, dans le 7e arrondissement, du côté de Gerland, et ainsi de suite, dans des périodes plus tardives. C'est-à-dire que c'est comme si les baraques, c'était une espèce de phénomène parfois de première colonisation de l'espace, avant qu'on les remplace par autre chose. D'ailleurs, celles de Lyon, en rive gauche, font l'objet d'une opération massive, mais que les élus ne décrivent jamais comme telle, de démolition et de remplacement par des immeubles bourgeois à partir de la fin des années 1880. Et la rénovation urbaine de la rive gauche dans les années 1885-1900, avec le quartier de la préfecture, tout ce qui se fait autour de l'avenue de Saxe, et ainsi de suite, est plus importante en superficie que les démolitions sur la presqu'île sous le Second Empire. Et c'est surtout des baraques qu'on détruit. Et là, on a aussi déplacé à nouveau des dizaines de milliers de personnes. C'est à cette occasion-là qu'on crée le quartier du Tonquin à Villeurbanne, sur des terrains des hospices civils, pour en partie proposer un relogement à ces gens. Elle démarre juste après. La rue de la République est livrée en 1958, j'ai la date quelque part, reçue, si vous voulez, par les services de la ville. Ça veut dire que ça peut engager le paiement final de la rue. La rue Herriot commence en 1958. Premiers immeubles, les premiers permis de construire, c'est 1958. Le projet est complètement mis au point en 1960. Et bon, il y a un peu de crise économique, ça marche un peu moins bien à ce moment-là, mais la plupart des immeubles sont achevés, je crois, en 1964. Elle existait déjà. Donc, on crée le débouché sur la rue, donc de la rue Herriot sur la place Bellecour, en revanche. Et puis, il y a tout le quartier avec la rue Gasparin, et ainsi de suite, qui est construit à ce moment-là. Bien, bonne visite pour la suite. Je voulais vous demander, en fait, la carte de 1833 des canons, vous l'avez diffusée, elle est trouvable ou alors, C'est publié, oui, mais... Je voulais savoir dans quel... Parce que... Il faudrait que je vous donne la référence. Si oui, si c'est possible ou pas? Oui, bien sûr. Donnez-moi un papier avec votre adresse, mail, et... je veux bien, c'est vraiment gentil. Et je vous donnerai ça. Parce qu'elle est vraiment géniale, cette carte. Vous l'avez publiée dans une revue, c'est dans un beau livre? Moi, je me souviens d'avoir lu votre livre que vous avez publié aux éditions lyonnaises d'Avaliscope. Oui, mais c'est bien après. C'est bien après, c'est ça. Dans un chapitre d'ouvrage italien que j'ai vu ça. D'accord. Et c'est trouvable ou pas? Ou en tout cas sur Internet? C'est trouvable sur le net? Oui, sûrement. Ok, je vous donne mon adresse Internet. Si vous me la donnez, je vous... Ouais, c'est vraiment gentil. Alors attendez, je vais le mettre en lettres bâton parce que j'ai un nom à rallonge et mon prénom. Allez-y. Excusez-moi. Claude. Mettez une carte... Non mais attendez. Vous savez quoi? Je crois que j'ai une carte... ça serait encore mieux. Ouais, là. Parce que comme j'ai un nom à rallonge... J'espère que j'en ai une. Mais oui, j'en ai. Alors, super. Je vous donne la carte de Miss Sarkozy.
Alors mettez dessus Voilà, regardez. carte. Oui. Carte 1833. Génial, super. Carte 1833. Super, merci beaucoup. Ça marche. C'est gentil. Merci, bonsoir. Pardon. Merci beaucoup. C'était une conférence, oui, c'était super. C'était la vôtre, la kinésie ou pas? Non, c'est d'ici. Parce que D'accord. moi j'étais Bien. venu avec mon ordinateur, je ne savais pas comment ça marchait. Super. Voilà. Donc, on me l'a fourni. Voilà. Donc, Très bien, oui. ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas été filmé. On peut la fourni. C'est un peu mal. Oui, alors normalement c'est enregistré au niveau sonore, mais il n'y a pas d'image. C'est du gaspillage. Ben, ouais. La politique de ce point de vue-là, c'est